Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache, l'émission d'histoire du média. Une histoire intérieure du nazisme. Comprendre comment la dictature nazie a pu être l'objet d'un consensus de masse. Étudier donc le monde nazi. C'est l'objet du livre récemment publié par les deux invités d'aujourd'hui que je suis ravi de recevoir, Christian Ingrao. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS. Oui. Et Johan Chapoutot. Bonjour. Professeur à la Sorbonne. Vous avez rédigé ce livre avec un troisième spécialiste du nazisme, qui ne peut pas être là aujourd'hui malheureusement, Nicolas Patin, qui est maître de conférence, si je ne me trompe, à Bordeaux, à l'université de Bordeaux. J'aimerais bien qu'on parte pour cet entretien de l'image dont vous êtes parti dans votre livre et qu'on voit avant même l'introduction, reproduite dans le livre. C'est une carte postale qui a été distribuée lors d'une soupe populaire, vraisemblablement en février 1942, aux gens, donc aux pauvres allemands qui venaient bénéficier de la charité publique, pour inciter à soutenir par des dons la police allemande, et pas n'importe quelle police. La police dont deux représentants sont ici montrés sur la carte. Cette police allemande, à ce moment-là, elle n'est en réalité pas du tout sur le front. Elle est derrière le front de l'Est, en train d'exterminer les populations slaves et surtout les Juifs. Elle est en train de mener les premiers temps de ce qu'on a appelé aussi la Shoah par balle, l'extermination des Juifs. Alors, vous partez en montrant cette carte postale du paradoxe qu'elle indique. C'est-à-dire que d'un côté, le nazisme, évidemment, c'est une force militaire qui met en œuvre une violence absolument inouïe. Mais c'est aussi, et c'est à cela, c'est à cette population-là qui est censée adhérer au nazisme que s'adresse la carte, et qui de fait l'a soutenue, c'est aussi l'objet d'un consensus populaire. Vous parlez d'une dictature de la participation. Oui, tout à fait. Je pense que ce qu'on peut dire, ce qui nous a intéressé dans cette carte postale, c'est d'habitude on oppose le paroxysme et l'ordinaire, et là ici ils sont totalement intriqués. Et je pense que c'est la chose qui nous a le plus intéressé là-dedans, c'est-à-dire qu'on est dans une dimension du nazisme qui a longtemps été un peu ignorée. On a beaucoup parlé de la terreur, des sociétés du contrôle, etc., etc. Et on s'est aperçu en fait qu'il y avait une sorte de continuum entre toutes ces thématiques, et dans le même temps un autre continuum, on pourrait dire désordonné, qui est un continuum entre la cohésion sociale et les pratiques de violence, y compris la pratique exterminatrice. Et c'est ce qui se cristallise dans cette carte postale, et qui nous a paru être un bon moyen d'entrer en matière. C'est-à-dire que là, on voit les acteurs de la violence paroxystique, de l'ultra-violence. Très exactement. On voit deux soldats qui sont habillés, et dans lesquels on peut parfaitement reconnaître qu'il y en a un qui a un écusson SD, donc qui fait partie des Einsatzgruppen. Et puis il y en a un deuxième qui est un soldat des bataillons de la police de l'ordre. Les premiers étant chargés de l'extermination pure des Juifs, et les seconds étant des supplétifs qui vont à la fois faire un tout petit peu de lutte contre les partisans, c'est-à-dire de l'extermination des villages russes, et dans le même temps énormément de fusillades. Et donc ces représentants de l'ultra-violence paroxystique nazie sont proposés finalement au soutien de gens ordinaires. Exactement, et ils sont censés être en même temps les gens ordinaires de la police ordinaire, envoyés sur le front en train de servir leur patrie, et il faut pouvoir prier, quêter et penser à ces gens-là, et pouvoir leur envoyer un peu de bienveillance sous la forme de fourrure ou de café chaud. Tout le livre est tourné vers cette idée qui m'a frappé, de la valeur existentielle du nazisme. C'est-à-dire que le nazisme, quand on est allemand à cette époque-là, quand on est du bon côté, on n'en est pas victime si on s'y oppose pas, si on ne fait pas partie d'une infime minorité finalement qui s'oppose. C'est quelque chose que l'on vit à divers degrés. Il se propose finalement pour être intégré aux existences. C'est une vision du monde, Weltanschauung, vous reprenez le mot, qui était déjà utilisé par les nazis. Oui, alors c'est pour ça qu'on a intitulé ce livre « Le monde nazi ».
parce que précisément, il s'agissait pour nous de développer une vision internaliste et compréhensive du phénomène nazi, et non pas externaliste et objectivante, comme ça avait été fait, et comme ça continue d'être fait, sous le fondement d'un paradigme d'histoire sociale, au fond, qui traite les faits sociaux comme des choses et qui va se tenir à bonne distance. Alors évidemment, nous tenons à bonne distance, mais nous estimons que pour saisir un phénomène aussi paroxystique, comme le disait Christian, il faut développer cette vision internaliste-là. Et donc reprendre les catégories des acteurs, les mots des acteurs, en l'occurrence ce terme de Weltanschauung, de vision du monde, qui d'ailleurs n'est pas du tout nazi, c'est un terme technique de la philosophie de la connaissance depuis le 19e siècle. Les nazis passent leur temps à reprendre et à recycler des choses qui ne leur appartiennent pas, mais par contre à les réagencer, à les réagréger de manière très, très pensée au fond, pour répondre à une demande sociale. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais voilà, ce qui nous importait, c'était précisément de voir le monde à travers les yeux de cette vision du monde-là, à travers ces coordonnées mentales-là, et de voir ce qui était riche d'adhésion, au minimum de consentement, mais en réalité d'adhésion, voire d'enthousiasme. Puisque, de fait, le nazisme réussit à agréger de larges pans de la population allemande, parce qu'il gratifie. Il gratifie symboliquement, avec un discours mélioratif sur l'identité allemande, sur la race germanique, etc. Il permet par ailleurs, et ça c'est développé dans les travaux précédents de Christian aussi, il développe une manière de faire le deuil de la Grande Guerre, de trouver un sens à l'existence et un sens au monde. Voilà, exactement. L'humiliation cuisante. Absolument. Et par ailleurs, ce sont des gratifications très matérielles, très concrètes. Alors, on en a un exemple ici avec la carte postale. Il y a ce gigantesque système caritatif et il y a ces promesses de la conquête et de la colonisation qui font que vous faites des bons de carrière, des bons de statut social et des bons de salaire délirants. Les premiers à avoir compris ça, c'est les militaires, qui n'étaient pas nazis en réalité, mais qui ont très vite compris, dès le 3 février 1933, quand Hitler leur parle de ses plans, qui ont très bien compris que si on passe d'une armée de 100 000 hommes à une armée de 3 millions, de 5 millions, de 8 millions, les structures vont également se dilater. Et en l'occurrence, vous avez des gens qui sont capitaines en 1933, je pense à Rommel, qui est maréchal 8 ans plus tard. Donc c'est ça aussi le nazisme. Des ascensions sociales extraordinaires qui sont permises par ce catalyseur qu'est l'avènement du nazisme et le développement de ces projets. Il y a dans le livre, en quelque sorte, 3 chronologies emboîtées que vous embrassez toutes les 3. Il y a bien sûr les 6 années de guerre, il y a les 12 années du nazisme au pouvoir, à partir du moment où on lui donne le pouvoir en janvier 1933. Très rapidement, il s'en empare complètement. Et puis, plus largement, il y a les 26 années depuis 1919, depuis l'époque où il s'agit d'un micro-parti ridicule d'illuminés, donc jusqu'à la défaite de 1945. Peut-être qu'on peut repartir de 1919, entre autres idées fixes de ce groupuscule, qui explique l'humiliation collective qui vient d'être subie par l'Allemagne. Il y a le sentiment d'une injustice profonde parce que les autres peuples, les autres nations ouest-européennes ont pu se construire des empires coloniaux alors que l'Allemagne en a été dépourvue. Oui, alors je pense qu'on peut expliquer ici que le nazisme est un discours sur l'histoire, que ce discours sur l'histoire, il a des épaisseurs et des stratifications différentes. Il y a une première stratification qui est une stratification de plus longue haleine et qui fait que depuis 1885, l'Allemagne a eu un empire colonial relativement faible, relativement peu important par rapport aux autres, et surtout il l'a perdu après 1918. Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une première singularité allemande qui est mobilisée par les nationaux-socialistes dans leur discours sur l'histoire. Perdu à cause du traité de Versailles, à cause du règlement de la Première Guerre mondiale. Le Cameroun, le Togo, les quelques colonies. Et la Namibie, etc. Et donc, il y a cette première temporalité-là, puis il y a la temporalité immédiate qui est celle de cette guerre qui a été menée contre l'Allemagne, cette guerre du monde d'ennemis, des ennemis ligués pour la perte de l'Allemagne et qui ont réussi à amener l'Empire à sa perte, l'Empire wilhelminien à sa perte, par ce traité qui lui fait perdre, je crois que c'est 16% de sa population, 10% de son territoire, etc., et qui constitue une catastrophe absolue, ou catastrophe, ils disent, catastrophe originelle. Et le nazisme, c'est à la fois le constat
hein, de cette conjuration anti-allemande qui a gagné la Première Guerre mondiale, et c'est en même temps un projet de refondation socio-biologique de la germanité qui est à la fois de l'ordre de la revanche et de l'ordre de l'utopie. C'est-à-dire que face à cette humiliation, on va aller chercher des ressources philosophico-historiques, construire une nouvelle explication de l'histoire, de la nature humaine même, en opposition à 150 années d'erreur, comme vont le dire les nazis, notamment Rosenberg, je crois, en 1933, ou comme va le dire aussi Goebbels en 1933 aussi, je crois, en expliquant que désormais, on va revenir sur 1789, on va revenir sur la modernité des Lumières. Nous avons effacé 1789 de l'histoire parce que la lecture qui est faite de la Première Guerre mondiale, c'est la lecture d'une victoire temporaire, espère-t-il, des valeurs de l'Ouest sur la germanité éternelle, ontologique, originelle. Donc il s'agit d'opérer une forme de révolution culturelle par un retour à l'origine de la germanité éternelle. Et c'est en ça que le groupuscule nazi, en 1919, n'est pas si ridicule que ça, parce qu'il l'est numériquement. C'est un groupe bavarois, financé d'ailleurs par les élites bavaroises de l'époque, tout simplement parce que c'est un leurre, c'est un attrape-nigo qui prétend être national-socialiste pour détourner des masses tentées par la solution internationaliste, communiste, socialiste. La révolution bolchevique, c'était hier, à cette époque, les détourner vers une solution nationaliste et ultranationaliste. Et d'où les vagues promesses de justice sociale qui seront très vite oubliées parce que le parti nazi se situe immédiatement à droite. On le voit très bien dans la grève des cheminots bavarois qui est combattue immédiatement par le parti nazi. Et alors, cette nature d'extrême droite, elle est confirmée par, d'une part, l'opposition à la Révolution française et à ses conséquences. Il y a un rejet absolu des figures de Rousseau, de Robespierre, ça c'est très clair. C'est les fameuses 150 ans d'erreur qu'il s'agit d'effacer. Et une opposition radicale en termes d'éradication, pour le coup, au marxisme. Le marxisme, c'est l'ennemi absolu. Mais je crois que quand ils arrivent au pouvoir en début 1933, l'un des chefs nazis dit que c'est la fin du bolchevisme culturel, en parlant de la République de Weimar à laquelle ils comptent mettre fin. C'est marrant parce qu'il y a un écho aujourd'hui quand même, et ils arrivent au pouvoir en disant on en termine avec le bolchevisme culturel qui a marqué les années qui ont précédé. C'est la panique morale de l'époque, le Kulturbolschewismus, qui rappelle d'autres ismes contemporains, je ne sais pas, islamo-gauchisme, wokisme, etc. Ça ne veut rien dire, bolchevisme culturel, mais très clairement, à droite et à l'extrême droite, à l'époque, au début des années 30, ça désigne tout ce qui a trait, au fond, à l'émancipation, à la modernité. Mais ça permet de comprendre pourquoi le patronat a pu, dès le départ, en Bavière, au départ, soutenir ce groupuscule en pensant évidemment le manipuler sans doute. Il faut voir que les élites patrimoniales de l'époque, le patronat en particulier, a été traumatisé par ce qui s'est passé à l'automne 1918. Ils ont dû lâcher du lest en catastrophe avec les accords du 15 novembre 1918 sur la réduction de travail, sur l'augmentation des salaires, sur la représentation syndicale. Ils n'auront de cesse que de vouloir, au fond, rogner là-dessus pendant toutes les années 20. Et la grande promesse d'Hitler, c'est de mettre fin à la démocratie sociale en Allemagne. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu un financement franc, massif de la part de ces secteurs-là. Oui. Mais au départ, il y a ce sentiment d'injustice, de spoliation, et une ressource qui est trouvée pour l'expliquer dans toutes sortes de théories sur la germanité, sur la vocation des Allemands. Alors il y a quelque chose qui est de l'ordre du folklore, enfin, tout ce qui est ces associations occultistes au fond qui participent plus ou moins au mouvement nazi au départ, c'est assez folklorique et assez minoritaire parce que la ligne qui s'impose autour d'Hitler est une ligne au fond ultra rationaliste pour le coup. Il s'agit de dire que le nazisme est une science, que c'est de la biologie appliquée, que c'est de l'anthropologie raciale appliquée, que dès lors, c'est pratique parce que ça permet de dire que ça ne se conteste pas. Dans la mesure où c'est de la science, c'est apodictique, donc vous ne pouvez pas contester ou discuter. Ça donne de pleines certitudes, au fond. Oui, et c'est pour ça aussi une nécessité historique. Et c'est pour ça aussi qu'on referme 150 ans d'erreur. Ce qu'a ouvert la Révolution française, c'est l'arène du combat des idées, l'arène du colloque des raisons, de la discussion, etc. Ça, c'est terminé. Il n'y a pas de discussion à avoir quand il y a une seule solution qui s'applique, qui est la solution dictée par les lois de la nature, avec cette confusion entre loi de la nature et loi de l'histoire. Et Christian disait que le nazisme, c'est une vision de l'histoire de très long terme, qui va plonger dans les millénaires. Vous avez des fascicules de formation de la SA, de la SS, des jeunesses hitlériennes, qui vous parlent de 6000 ans de guerre raciale, et qui vous relisent, au fond, toute l'histoire de l'Occident sous le jour de la lutte des races.
au détriment, hélas, de la germanité, parce qu'il y a la Première Guerre mondiale accentue cet accent victimaire. Hein. Les Allemands sont toujours visés par un monde d'ennemis, sont toujours visés par l'hostilité d'autrui. Et une des promesses du nazisme, c'est de mettre fin à tout ça. C'est-à-dire qu'une des promesses fondamentales du nazisme, c'est de dire, voilà, nous avons des millénaires de souffrance derrière nous. Nous sommes les victimes parce que nous sommes trop bons au fond. Hein. Il y a ce thème de la naïveté germanique, de la bonté germanique, du bon Siegfried, hein, qui est bien mis en scène par Fritz Lang dans Les Nibelungen. Hein, cette espèce de grand blond qui va japper derrière les sangliers dans la forêt. Voilà, l'allemand est bête, hein, et les nazis le déplorent. Il s'agit désormais d'être intelligent grâce à la science de la race, et de cesser d'être bon et de cesser d'être victime de l'histoire. Et ça, c'est une promesse de sortie de l'histoire, hein, sortir de cette vallée de larmes par une conquête et une colonisation de l'Est, qui est l'équivalent géographique, en termes de stase, hein, de vastes espaces à l'Est, de cette stase temporelle que les nazis veulent inaugurer, c'est-à-dire la fin de l'histoire. C'est-à-dire que ces empires coloniaux qu'ils ont vus les autres se tailler ailleurs, eux, ils vont construire le leur, hein, le nouveau, sur le sol même de l'Europe. Enfin, c'est toute la thématique du Reich. Oui, alors, la rhétorique, elle est que, bon, le constat, il est là, il n'y a pas d'empire ultramarin possible pour l'Allemagne, et donc il faut renouer avec la très grande tradition historique impériale de colonisation qui a été menée par Frédéric Barberousse d'un côté ou Henri Loiseleur de l'autre, et qui avait été aussi promue au XVIIIe siècle et au XIXe siècle pour aller coloniser les espaces orientaux. Et donc, colonisation à l'est de Deutsch l'Europe. ist, ce qui est allemand, c'est le sol et ce sont les populations. Et il faut se rappeler, et c'est fondamental, que le fait germanique est un fait diasporique. Et ça, c'est fondamental. On ne comprend pas les choses si on n'a pas ça en tête. Il y a des Allemands partout en Europe. Si on regarde une carte de l'Europe avant 1945, on voit bien effectivement que les zones de peuplement germanique sont très éclatées et très développées vers l'Est et vers le Sud-Est. Oui, tout à fait. Et l'un des résultats, vous le soulignez à la fin du livre, de l'expérience nazie, c'est que, je crois, plus de 10 millions de personnes, 12 millions de personnes, des Allemands hors d'Allemagne, vont devoir quitter les territoires où ils avaient vécu tranquilles jusqu'en Russie depuis des siècles, expulsés donc. Hein, c'est un rapatriement monstrueux, hein, ça va des confins des Carpates, de la Hongrie, etc., de la Volga, de la Baltique, des gens qui... on parle de rapatriement, mais ce n'est pas un rapatriement, c'est des gens qui n'avaient jamais vu le sol allemand. Et ça, c'est décisif, parce que les nazis ont aussi beaucoup de succès, parce qu'ils apportent une réponse simple, apodictique pour le coup, et fiable, à la question de l'identité allemande. Parce que les Allemands se posent la question depuis au moins le XVe siècle, de savoir qui ils sont et jusqu'où vont les frontières de l'Allemagne. C'est d'ailleurs un casse-tête, hein, quand on enseigne l'histoire de l'Allemagne, il n'y a jamais une carte qui correspond d'une année sur l'autre. Hein, alors qu'en France, bon, il y a cette espèce de mythologie de la construction du territoire national par agrégation successive, il y a les frontières naturelles, bon, bref. Mais en Allemagne, il n'y a pas du tout ça. Et les nazis, eux, répondent que la germanité, c'est le sang, la germanité, c'est la race, et c'est la science qui le dit. Et cette réponse-là est invalidée par la guerre, qui est une grande ordalie biologico-historique pour les nazis. Et en 1945, on passe à autre chose, à l'Ouest en tout cas, on passe à une autre définition qui est être allemand, c'est respecter la norme. La norme constitutionnelle, avec cette idée du patriotisme constitutionnel. Donc le véritable territoire allemand, c'est la norme. D'où la puissance actuelle, enfin depuis les années 50, de la Cour constitutionnelle en Allemagne, si vous voulez. Hein, c'est vraiment exactement. C'est l'instance dominante des institutions allemandes. Mais les nazis, évidemment, sur le fondement de toute une tradition européenne du colonialisme, du racisme, de l'antisémitisme, de la biologie, de l'anthropologie raciale, de la biologie, apportaient, dont ils sont d'ailleurs la décoction, si vous voulez, hein, apporter une réponse autre qui était, voilà, la science nous dit que, au fond, il y a quelque chose qui nous définit, qui est cette transcendance immanente, qui est celle du sang. Et c'est ça qui définit la germanité. Donc finalement, puisqu'ils ont été les perdants, ils se considèrent comme les perdants en 1919 des développements européens, ils vont aller puiser à une autre source de la modernité, à une modalité alternative, finalement, qui n'est pas celle des Lumières, qui n'est pas celle des droits de l'homme. Une autre dimension impériale, j'aurais dit. C'est tout simple. Quand on essaie de construire cet artefact qu'est la modernité, au fondement des modernités qu'on peut voir, à partir du XVe siècle, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une expérience impériale, elle est d'abord ultramarine, mais il y a précisément des expériences qui ne le sont pas, et des empires qui sont des empires coloniaux continentaux, la Russie, l'Autriche-Hongrie,
l'Allemagne dans une certaine mesure, enfin le Reich wilhelminien dans une certaine mesure. Et donc c'est peut-être la réunion de deux traditions qui va faire la spécificité nazie. C'est d'un côté une affirmation impériale continentale et de l'autre la modernité raciale. Et ce serait ça le Deutsche Sonderweg, c'est-à-dire la voix particulière des Allemands dans la modernité. Oui, alors ça c'est un grand débat, le Sonderweg. Il y a eu plein d'écoles qui se sont échappées là-dessus. Vous avez eu un Sonderweg politique, un Sonderweg social, un Sonderweg, on va dire, démographico-technique, etc., etc. Et là, effectivement, on est en train de montrer que on peut construire une figure du Sonderweg qui passe effectivement par cette question de l'hybridation des modes impériaux nés de la modernité. Mais c'est une anti-modernité. Je dirais, elle fait fond à l'anti-89, précisément, de Mestre et compagnie. Alors, oui, alors, très clairement, là, c'est une contre-révolution, hein, le nazisme. Hein, ça, ils le disent, ils le répètent. Leur détestation de la Révolution française et tout ce qui est lié aux figures de la Révolution française est très clair. Moi, je pense que, d'après ce que j'ai lu dans mes sources, la figure la plus détestée, la plus calomniée sous le XIIIe Reich, c'est Rousseau. Hein. Rousseau, l'idée du contrat social, l'idée de la libre adhésion sur le fondement de son propre libre arbitre d'un individu à un groupe humain, non, ça ne va pas. C'est pas l'individu qui va donner sens et existence au groupe, c'est le contraire. C'est le groupe qui, par nécessité biologico-raciale, va donner sens et existence à l'individu. Donc la relation entre le tout et la partie est inversée. Le droit des peuples doit primer sur l'individu, quoi. Très clairement. Et alors sur l'histoire du Sonderweg, ce qui est intéressant, c'est que on en parlait déjà avant 1945, mais après 1945, ça a été thématisé par des historiens d'Allemagne de l'Ouest qui ont fait leur thèse dans les années 50, Vela, Winkler, etc., Nipperdey aussi, qui se sont demandé ce qui avait bien pu mener à cette horreur qui avait été l'Allemagne nazie et ses crimes. Parce que de fait, c'est exceptionnel. On est bien obligé de penser... Ce qui est intéressant, c'est qu'eux ont formulé l'idée qu'il y avait eu une espèce de disjonction de la trajectoire allemande par rapport à la trajectoire britannique ou française, en gros dans les années 1840-1850, l'échec de la Révolution de 1848, avec un décrochage entre la modernisation technique et scientifique et économique d'un côté et la modernisation politique de l'autre. En gros, les élites n'étaient pas assez mûres pour la bourgeoisie allemande à renoncer au pouvoir, à abandonner ça au Junker. Et bon, voilà la thèse. Et ça a mené à une société de sujets qui a abouti au nazisme. Société de sujets au sens Untertan. Hein. Sauf que ils sont revenus là-dessus dans les années, dans les décennies ultérieures. Ils ont relativisé leur propre première thèse en se rendant compte de ce que nous disons au fond dans ce livre, qui est que le nazisme est pleinement partie prenante de son temps, d'un continuum social, culturel, idéologique, européen et occidental. Et au fond, il n'y a pas d'exceptionnalité allemande. La question de la colonisation, elle est fondamentale de ce point de vue-là. Et ça, c'est pas nous qui l'inventons. Hannah Arendt le dit déjà dans les années 50. Hein. Et Aimé Césaire aussi, Albert Camus aussi, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis réclament les anciennes colonies allemandes ultramarines, mais simplement pour insister sur l'injustice du traité de Versailles. Ils n'en veulent pas de ces colonies-là, parce qu'ils sont suffisamment hantés sur l'anthropologie raciale pour dire attention, si on va là-bas, on va devenir des nègres. Je reprends leur terme. Hein. Le soleil va nous faire dégénérer. Himmler le dit explicitement dans un discours. Il dit voilà, les Ostrogoths, qui étaient des bons Germains, quand ils sont installés dans la péninsule ibérique, pourtant c'est pas l'Afrique, hein, sont devenus des sortes d'hidalgo à pompons. Ça va pas du tout. Pour rester germanique, il ne faut pas changer d'espace vital, il ne faut pas changer de biotope, il faut rester dans notre biotope et aller plein est, sous les mêmes latitudes. Là, on ne dégénérera pas. Donc, la matrice coloniale, pleinement occidentale, hein, illustrée ô combien par la France, la Grande-Bretagne, par les grandes démocraties, voire par l'Amérique, qui est un empire colonial à part entière à domicile, eh bien là, c'est une projection continentale et non pas ultramarine, avec cette référence aussi permanente à Sparte, puissance qui est continentale, puissance terrestre, par opposition à Athènes, qui est une puissance maritime. Et donc nos peuples colonisés à exploiter, dont on va prendre les ressources naturelles aussi, on va les trouver en Europe, si on comprend bien. À l'Est, éventuellement avec des statuts particuliers aussi dans l'Empire de soumission à l'Ouest. Alors,
je ne suis pas sûr que j'aurais formulé la chose comme ça, parce que les nazis n'ont jamais l'impression d'être en train de voler les ressources des peuples, parce que elles sont à eux. C'est tout simple. Pour eux, là où il y a des Allemands, c'est l'Allemagne. Et donc, voilà, le pétrole roumain, il se trouve qu'il y a des Allemands là, donc ce pétrole sera à eux. Pareil pour le Caucase, pareil pour la Volga, etc. etc. Et donc, il y a effectivement la pratique impériale allemande, d'occupation allemande entre 1941 et 1945 est une immense entreprise de prédation qui draine l'ensemble des ressources de l'Europe, ressources qu'elles soient humaines ou qu'elles soient matérielles, et qui les draine avec deux objectifs. Un premier objectif qui va être un objectif de mobilisation totale des ressources pour la guerre la plus courte possible, et d'un autre côté pour maintenir le niveau de vie des 80 millions d'Allemands. Et donc en ce sens-là, il y a une vraie entreprise de prédation, mais elle n'a pas ces discours de légitimation qu'on va trouver dans les empires coloniaux ultramarins, le fardeau de l'homme blanc, la mission civilisatrice, etc. L'universalisme, oui. Ils ne prennent pas la peine, effectivement, de développer un discours de justification universaliste de la part des devoirs des nations civilisées envers les colonisés à la Jules Ferry. Le discours de légitimation, c'est un discours de nécessité impériale et raciale au service des deux races nordiques. Et ils le thématisent explicitement, c'est-à-dire qu'ils disent, contrairement à d'autres idéologies, contrairement au fascisme par exemple, qui veut s'exporter, nous ne nous exportons pas. Ce que nous disons ne vaut que pour la race germanique, parce que toute idée est une sécrétion biologico-corporelle, une sécrétion sanguine, lymphatique presque, et ça ne vaut que pour nous. Donc l'idée d'un nazi croate ou d'un nazi français est absurde. Alors, ensuite, ils prennent volontiers par opportunisme et par pragmatisme, mais ça leur semble totalement saugrenu, si vous voulez. Tout cela étant ancré dans une nécessité biologique de hiérarchie des races. L'équation qui est posée, c'est la disproportion qu'il peut y avoir entre la puissance démographique allemande, ils chiffrent à 80 millions le nombre de Germains, et le caractère limité des ressources qui a été alloué à la germanité par l'histoire. Une histoire longue, une histoire victimaire, encore une fois, et singulièrement par la guerre de 30 ans et la conclusion de la guerre de 30 ans, c'est-à-dire les traités de Westphalie. Au XVIIe siècle. Qui ont contraint le biotope allemand. Je parle de biotope parce que, en termes de Lebensraum, c'est ça que ça veut dire littéralement. Pas seulement l'espace, c'est aussi le milieu, c'est ça. C'est le milieu, et c'est le milieu dans lequel vous vous épanouissez, sans lequel vous ne pouvez pas vivre. Et qui est d'ailleurs contraint, puisque quand on se pose des questions des ambitions allemandes, ça s'arrête là où le être et le boulot s'arrêtent, si vous voulez. On ne va pas coloniser ailleurs, on ne va pas aller en Chine, on s'arrête à l'Oural. Ça, c'est les SS qui l'expliquent très bien dans leur revue scientifique. Il y a une détermination biologique qui va jusque-là. La carte de l'expansion germanique s'arrête aux essences germaniques, à l'extension maximale des essences germaniques. Ce monde nazi, cette vision du monde nazi est une explication du passé, des nécessités du présent, ancrée dans une explication biologique de l'histoire. Et c'est aussi une vision du futur, une vision de l'avenir. En effet, je pense qu'on peut dire même que c'est l'un des plus puissants facteurs d'attractivité du national-socialisme. C'est à la fois donc un discours sur l'histoire, le monde et soi. Et c'est en même temps, après avoir expliqué le présent, ce présent si angoissant, il projette sur l'avenir un certain nombre de notions qui en font un système qui promet un avenir utopique. Ce sont trois notions. La notion de biotope, Lebensraum, dont parlait Johann tout à l'heure. Deuxième notion, c'est la notion de Volksgemeinschaft, ça veut dire ethno-communauté. C'est la perspective, la construction d'une nouvelle communauté allemande, une fois effectuées les opérations nécessaires de sélection du bon grain et de l'ivraie, de purification, de purification, d'élimination des déviances raciales, des déviances psychiques, des déviances physiques, des déviances morales. Et donc, une fois que ces opérations ont été faites, les politiques nazies visent à éliminer la conflictualité sociale et à créer une communauté harmonieuse, bienveillante, frugale, mais prospère. Et donc, une fois que cette communauté aura été créée dans ce biotope dilaté à l'Est, eh bien, ça aura été une telle révolution que cela ne peut durer que des milliers d'années. C'est pour cela que cela doit devenir un grand Reich millénaire, Tausendjähriges Reich. Et donc, en cela, le nazisme est à la fois, donc, comme on peut dire,
en paraphrasant un peu Dupron, que c'est une promesse de règne. C'est une religion, donc il y a vraiment quelque chose de fondamentalement religieux. En tout cas, de salut. Il y a une promesse de salut. Il y a une promesse de salut. C'est une sotériologie, ça c'est vrai, oui, tout à fait. Je ne dirais pas que c'est une religion parce qu'il y a un discours sur la mort, mais le religieux est censé être séparé du politique dans une certaine mesure, même si le politique a à voir avec la religion. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne un peu comme une machine à transformer l'angoisse du moment en ferveur de l'avenir. Et alors, on n'a pas parlé jusqu'ici, mais le judéocide, là-dedans, on comprend bien, évidemment, sa nécessité pour purifier la race allemande. On comprend bien aussi sa logique initiale qui relève du complotisme. Je veux dire, ces illuminés de 1919 dont on parlait avaient identifié un certain nombre de causes, de complots. Je crois qu'il y avait les francs-maçons aussi qui étaient à l'origine des déboires de la race allemande. Les jésuites aussi, qui sont toujours les bons jésuites. candidats. Mais non, mais... Et il y a quand même une place particulière, vous montrez très bien, vous parlez d'une guerre génocide pour ce qui est des 6 dernières années, en tout cas à partir de 1941 très clairement. On ne peut pas séparer le judéocide de l'entreprise nazie dans son ensemble. Si on remonte en amont, il y a une explication effectivement complotiste de l'histoire. La race allemande, la race germanique, toujours victime d'ennemis extérieurs et intérieurs. Et cet ennemi intérieur, c'est l'élément biologique allogène qui est, pour les nazis, qui là se connecte à une tradition antisémite avérée dans tout l'Occident depuis 1500 ans. Cet élément allogène irréductible et par ailleurs chafouin, qui s'infiltre, qui s'insinue en changeant de religion, en changeant de nom, qui est caché, en prenant c'est effectivement l'élément juif. Et de ce point de vue-là, donc il se connecte à une tradition qui est très puissante et qui est puissamment énergique d'un point de vue heuristique. C'est-à-dire que ça explique tout, en fait. Le complot juif, interne, externe, ça permet d'expliquer des toutes malheurs. les contrariétés, finalement. Oui, exactement. Tous les malheurs qui arrivent à l'Allemagne et qui, sans cela, sont incompréhensibles. Et ce qui rend la chose particulièrement puissante, c'est ce rattachement ou cette collusion avec cette nécessité biologique, cette explication par la biologie. Parce que la judéité est définie non pas comme un phénomène culturel ou religieux, mais comme un élément biologique. Et en cela, là aussi, il se raccroche à toute une tradition du 19e siècle, de la science du 19e siècle, qui va explorer sous le jour l'anthropologie raciale, l'élément juif, et qui va tenter de le définir psychiquement, physiquement, anthropométriquement, etc. Ça, il y a des origines pas spécialement allemandes à cette séance. Pas du tout. Alors, française, notamment. Je pense à Gobineau. Les Français y ont beaucoup contribué. Alors, Gobineau, c'est un peu le littéraire de la bande, si vous voulez, parce qu'il n'est pas très sérieux d'un point de vue scientifique. C'est Vachet de la Pouge, c'est Georges Vachet de la Pouge, c'est Clémence Royer, c'est tout le spencerisme ou le darwinisme social qui s'insinue dans cette brèche-là et qui est introduit en Allemagne, d'ailleurs, par un Britannique. C'est Houston Stewart Chamberlain qui s'installe en Grande-Bretagne, en Allemagne, qui épouse une des filles de Wagner et qui publie une œuvre fondamentale, qui sont les fondements du 19e siècle, en 1899, qui est une espèce de compendium et de manuel de lecture socio-darwinienne et raciste et antisémite de l'histoire. Et les nazis ne font que reprendre ça. Au fond, ils n'ont rien inventé. C'est ça qui est absolument fabuleux. Ils ont agencé des éléments de manière très intelligente, mais par ailleurs, les éléments fondamentaux en termes de peur, de désir, de thèmes, de concepts, de raisonnement, leur ont été légués par toute une tradition très ancienne qui a été recodée au fond au XIXe siècle sous le jour de la biologie et donc de la nécessité naturelle. Mais entre cette construction intellectuelle, scientifique qui vient de loin, d'un côté, et puis de l'autre, ce qui se passe au moins à partir de 1941 avec la Shoah par balle, le passage à l'acte de la violence de masse, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet nécessaire. Il y a une dynamique. Oui, je pense qu'on peut dire qu'il y a des dynamiques qui ne sont pas obligées d'entrer en coalescence. C'est-à-dire que entre la construction intellectuelle, raciale, enfin de pseudo-raciale, émotionnelle, qui fait le fond du système de croyance nazi, et ensuite les dispositifs politiques et étatiques qui vont mener à l'extermination, eh bien, la concaténation n'allait pas de soi, et il faut le situationnel pour le mettre en place. C'est-à-dire que passer de l'un à l'autre, il faut aussi construire du consensus et de la conviction. Exactement, il faut passer du consensus à la conviction, et les
processus de construction sont des processus qui sont pour certains de très longue haleine et qui sont de l'ordre du militantisme pour une partie des élites, etc. Et puis il y a des consensus qui sont parfaitement situationnels, avec des situations. Par exemple, dans le livre de Christopher Browning sur les ordinary men, hein, sur les hommes ordinaires, le discours du commandant Trapp le jour de Joseph Hof est un discours qui a longtemps été pris et qui est souvent analysé comme un discours, on va dire, à la fois de victimisation et d'appel au devoir des gens et d'octroi de marge de manœuvre. Mais si on s'en rappelle le contexte, bien... c'est le discours. C'est très simple. Vous avez affaire à un bataillon qui est le 101e bataillon de police. Ce sont 500 hommes, des hambourgeois, des gens qui ont entre 45 et 50 ans, qui sont la plupart du temps des anciens ouvriers, donc plutôt ancrés à gauche, plutôt ancrés dans la réalité syndicale, pas du tout des nazis fanatiques, qu'on a envoyés au front, enfin qu'on a envoyés à l'Est, mais qui sont trop vieux pour aller au front et donc auxquels on a donné des tâches de maintien de l'ordre, qui ont jusqu'ici gardé des marchés, des trains, etc. Et puis un soir, ou plutôt un matin, leur commandant les réunit aux frontières d'un village qui s'appelle Józefów, qui est dans la région de Jámos. Et cet homme, les larmes aux yeux, leur explique qu'il est désolé, que c'est un peu répugnant, mais qu'il va falloir qu'ils investissent le village de Józefów. Il y a 3000 personnes à l'intérieur. Parmi ces 3000 personnes, il y a 1000 juifs, et il va falloir les tuer. Et là, il leur dit, et c'est ça qui est intéressant, il leur dit, écoutez, je comprendrais que ça soit trop répugnant, et vous avez le choix de pouvoir faire un pas en avant pour éviter le massacre. Et là, d'y participer. Pour éviter d'y participer, exactement. Mais évidemment, il n'y a que 7 personnes ou 12 personnes, je ne sais plus combien, mais très peu de gens qui acceptent de faire ceci. Et on a pris cet exemple-là pour essayer de montrer qu'un certain nombre de mécanismes de l'ordre du social et de l'ordre du psychologique, qui étaient de l'ordre de l'obéissance à l'autorité ou de la conformation sociale, avaient expliqué en fait que tous ces gens avaient consenti à la chose. Mais on oublie souvent que pendant ce discours, le commandant Trapp fait une chose qui est quand même assez stupéfiante pour quelqu'un qui est censé ne pas être raciste, etc., etc. Il dit, vous allez devoir tuer ces hommes, ces femmes et ces enfants. N'oubliez pas que dans la patrie, à l'heure actuelle, des avions sont en train d'écraser vos hommes, vos femmes et vos enfants. Pour faire le lien entre les deux, il faut quoi ? Il faut de l'imaginaire racial non formulé. Et donc, une des choses qu'on essaie de montrer, c'est que dans toutes ces querelles autour du situationnel, de l'idéologique, etc., il faut essayer de poser les questions un peu autrement et de comprendre que toute une partie de l'encodage racial est tout simplement passée dans la quotidienneté, dans les échanges informels, et que ces gens s'entendent à demi-mot. C'est-à-dire que l'évocation du fait que leurs propres familles sont potentiellement en train d'être attaquées ou massacrées en Allemagne. Eh ben, elle a 2 conséquences. La première, c'est que ça fait du geste génocide un geste défensif. Et qu'en second lieu, le racial permet de dire que entre ce petit enfant qui a 1 an et à qui je vais loger une balle dans la tête et l'aviateur de la RAF, il n'y a pas de différence. C'est la même substance raciale. Ça, c'est structurel. On retrouve ça chez Rudolf Höss dans ses mémoires qu'il écrit en prison. Donc, le commandant d'Auschwitz, on retrouve ça chez Eichmann aussi, qui en parle à ses hommes en permanence pour légitimer le massacre. Et si tu me permets d'ajouter, on retrouve ça aussi chez Erich Höppner, qui est le chef du 4e groupe blindé qui va envahir le nord de l'URSS avec pour objectif Leningrad et qui est un anti-nazi qui sera pendu le 20 juillet 1944. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que ces imaginaires raciaux transcendent dans tous les cas les appartenances et les parcours partisans. Il y a des gens qui sont anti-nazis et qui adhèrent, même non consciemment, à tout cela. Qui partagent cette vision du monde, en tout cas, sinon nazi, du moins cette acception raciste du monde, et en tout cas de la guerre, oui. C'est là qu'on voit le lien entre le complotisme dont vous parliez et l'ontologie raciale. Quand, dans les années 50, les entretiens Zassen, qui sont des entretiens à Buenos Aires avec Eichmann, montrent le malaise de certains participants qui disent, mais enfin quand même, les enfants des îles grecques, les enfants juifs des îles grecques, pourquoi être allés les chercher ? Eichmann s'énerve et répond qu'il n'y a pas de différence entre des enfants grecs dans les îles et précisément les aviateurs qui sont en train de bombarder l'Allemagne. Ce sont les mêmes. Il y a une continuité ontologique, il y a une identité ontologique. Et donc, en faisant un acte de barbarie extrême qui consiste à tuer des enfants, on est un combattant en réalité. Au moins aussi honorable ou aussi méprisable
que celui qui, dans son cockpit de nuit, largue des bombes sans savoir s'il va écraser des enfants, des femmes, etc. Donc il y a vraiment à la fois ce discours victimaire, ce discours de retournement de la culpabilité et d'imputation de la culpabilité de la guerre, c'est permanent chez les nazis, aux judéo-bolcheviques et aux juifs en général. C'est-à-dire qu'en fait, on affronte une entité et que cette entité peut avoir aussi bien la forme d'un enfant que la forme d'un guerrier. Et ça renvoie à cette idée initiale anti-moderne et contre-révolutionnaire que ce qui compte, ce ne sont pas les individus qui n'ont pas d'existence en eux-mêmes ou de valeur en eux-mêmes, mais ce sont les groupes, les peuples. Radicalement. On le voit même dans le détail du droit pénal allemand et dans l'évolution du droit pénal à l'époque, avec l'instauration de motifs d'inculpation nouveaux comme la Sippenhaftung, c'est-à-dire le fait qu'il y a une responsabilité, Haftung, de la Sippe, de la famille. Donc, typiquement, après le 20 juillet 1944, Himmler est très clair. Voilà, Himmler fait un discours sur la famille Stauffenberg en disant c'est leur sang qui est pourri. C'est toute la famille qui doit y passer. Parce que le fait qu'un Stauffenberg ait pu vouloir porter la main sur le Führer, montre que c'est toute la Sippe qui est pourrie, qui doit être éradiquée. Donc, il y a ce raisonnement holistique qui est permanent, par opposition au raisonnement individualiste qui n'a pas de sens. Parce que de fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le sens, sur la relation entre le tout et la partie. C'est le tout qui prime en permanence. Il y a une logique qui renvoie tout de même à la logique générale de l'extrême droite, même si elle ne s'exprime pas de manière aussi radicale, puisque encore aujourd'hui, les extrêmes droites expliquent qu'il faut faire passer les peuples avant les individus. C'est notamment le discours concernant les migrants, concernant le droit, les principes du droit, de l'état de droit. C'est quelque chose quand même qui ne s'exprime pas nécessairement de façon nazie, mais cette primauté de la collectivité politique, de la communauté politique sur les destins individuels, ça reste une thématique politique très déterminante, il me semble, dans la grammaire politique d'aujourd'hui. C'est très important de le rappeler, dans la mesure où on voit circuler parfois dans l'espace public ou parapublic, donc sur les réseaux sociaux, cette idée sur laquelle les nazis auraient participé d'une culture de gauche, socialiste, etc. Pas du tout. C'est l'extrême droite. Oui. Ils le disent, ils le font en permanence. Leur opposition à l'état de droit, leur opposition aux droits de l'homme, leur opposition à l'individualisme libéral, leur opposition au marxisme, c'est assez clair quand même. Et encore une fois, on le rappelait tout à l'heure en parlant de leur création à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est leur raison d'être. Le national-socialisme est un leurre purement symbolique pour capter une énergie qui, sinon, allait armer ce qu'ils appelaient le bolchevisme. Une des choses, moi, en tout cas, qui me tient à cœur dans ce livre et je le dis d'autant plus clairement que c'est pas moi qui ai écrit, c'est ce livre propose un récit intégré de l'ensemble des pratiques d'agression que les nazis mettent en place en direction d'un ensemble de tout un ensemble de populations, en montrant dans ce récit la grande singularité du génocide des Juifs, mais en articulant quand même un certain nombre de choses. Le programme d'extermination des malades mentaux qui commence en 1939, le programme d'extermination des prisonniers de guerre soviétiques, qui est le premier programme de meurtre en masse qui se met en place entre juin 1941 et on va dire février 1942. Dès le début de l'invasion. 2 500 000 morts par la famine. Et ensuite, les programmes dirigés contre les tziganes, évidemment contre les Juifs, contre les sociétés rurales biélorusses et ukrainienne, etc., etc. Et je pense que l'une des choses les plus fines qui étaient faites dans ce livre, c'est d'en proposer quelque chose qui soit de l'ordre du récit, avec une datation. C'est un récit historien. Et d'un autre côté, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'analytique et du testimonial. Et je trouve que ça, c'est une façon de proposer les choses qui est relativement inédite. Il est clair que ce projet qui a été le nôtre dans le monde nazi, de reprendre la question du nazisme en la reprenant de l'intérieur et en l'intégrant à quelque chose qui est de l'ordre d'un imaginaire et d'une culture européenne, est aussi une réaction à des histoires et des méthodes qui le prenaient plutôt en extériorité, et avec ce danger qu'il y a d'en faire soit un accident de l'histoire, soit un raté culturel, soit enfin une espèce de pathologie d'un système social. Nous avons voulu montrer que la modernité est un artefact qui est un champ des possibles, et que parmi ces champs des possibles, le nazisme a fait l'option
du paroxysme de façon absolument systématique, en prenant le paroxysme des systèmes carcéraux, le paroxysme des exploitations, le paroxysme de la prédation des énergies humaines et animales, etc. etc. Voilà. Il a poussé jusqu'à l'extrême violence, Oui, tout à fait. des tendances dont aucune n'était finalement inexistante ou étrangère au monde de nos ancêtres, enfin, de nos aïeux. C'est notre paradigme en fait d'interprétation du phénomène nazi qui est effectivement, vous l'avez dit, qu'il est un miroir grossissant en fait de tendances lourdes, structurantes de la modernité occidentale, parce qu'il pousse au paroxysme à chaque fois des phénomènes qui sont bien présents partout, qui ne sont pas apparus en 1933 et qui ne vont pas disparaître en 1945. C'est pour ça que, en fait, on fait de l'histoire, tout simplement, et ça a pu nous surprendre que des gens s'en offusquent, que l'on veuille réintégrer le nazisme à un contexte. Il me semble que l'histoire, c'est aussi ça, au fond, de penser en contexte, puisqu'on a eu tendance, pour se défaire et se défausser du nazisme, et on peut le comprendre en termes politiques, psychologiques, c'est pas agréable de se dire qu'on a quoi que ce soit à voir avec ces gens-là et avec ces phénomènes-là, mais de fait, il y a eu des tendances après 1945 à circonscrire le phénomène nazi, à le particulariser, à l'extranéiser, alors sous le jour effectivement de la pathologie ou de la germanité, voilà, ce serait une expression du Bosch éternel, etc. De Luther à Hitler. Exactement. De Luther à Hitler. Zonderweg, oui, ça a été défendu abondamment, ou de l'incarner dans des figures maléfiques et tout à fait spéciales, comme Hitler. L'idée même, le terme même d'hitlérisme, au fond, qui a souvent été promu et proposé, qui surnage encore parfois, veut bien dire ça. On incarne ça dans quelques figures pathologiques, particulièrement mauvaises, voire parfois avec une espèce de petite patine théologique érigée en figure d'archange du mal, etc. Le mal qui est une catégorie théologique, au fond, qui a assez peu, ou philosophique, qui a assez peu à voir avec l'histoire. Ça a plus à voir avec la religion et les principes transcendantaux de la morale qu'avec la réalité historique. Exactement. Et donc, nous, on a essayé précisément de faire l'histoire en pensant à chaque fois en contexte. Alors que, précisément, tout l'effort dans l'espace public, pour aller vite, c'est toujours de décontextualiser le nazisme pour en faire, au fond, une sorte d'apax ou d'hypostase. Quelque chose qui est vraiment, ou de monade, quelque chose qui est autosuffisant, qui est renfermé sur lui-même et qui n'a rien à voir avec nous. Or, si, ça a à voir avec nous. Et de fait, c'est assez pénible de rappeler ces choses-là, mais lorsque on fête le 8 mai 1945, la fin du fascisme, la fin du nazisme, la fin du mal, etc., l'armée française bombarde abondamment Sétif. Parce que les Algériens ont eu le malheur de brandir un drapeau national lors des manifestations. Et puis parce qu'ils ont pris au sérieux l'idée que ça y est, l'oppression s'était terminée et que la libération était précisément la libération. Ce que la France n'entendait pas sous ce jour-là, dans la mesure où la France du général de Gaulle, en 1944-1945, doit son maintien au rang des puissances au fait qu'elle dispose d'un empire colonial. Il n'est pas question de le céder. Voilà. Donc c'est ces choses-là que l'on rappelle, c'est ces choses-là également que l'on met en évidence dans la conclusion et qui ont suscité des réactions un peu curieuses de notre point de vue, parce que on n'a pas eu l'impression de réinventer l'eau chaude, si vous voulez, en disant que, en termes de lieu et de temps, le nazisme, c'est l'Europe du XXe siècle. Voilà. Et puis, il y a une manière de se rendre compte de tout ça aussi, qui est de constater qu'avant 1939-1940, de la part d'une bonne partie des élites de l'Europe de l'Ouest, dans les pays qui ne sont pas l'Allemagne, il y a... sinon une sympathie, du moins une fascination pour Hitler et des formes d'approbation. L'idée qu'au fond, c'est ce qui va en tout cas nous protéger du bolchevisme. Je renvoie à ces images scandaleuses que Dawson, avec le mauvais goût qui caractérise les tabloïds anglais, avait ressorti, où l'on voit la toute petite reine Elisabeth en train de faire le salut nazi dans les jardins d'un des palais anglais, alors qu'elle n'est pas encore reine, évidemment. Mais il n'y peut rien, c'est son oncle et son père qui s'amusent à faire des saluts nazis. Ceci pour rappeler qu'une partie de la famille royale d'Angleterre, comme une bonne partie des élites conservatrices ou réactionnaires d'Angleterre, étaient en sympathie avec le nazisme. Enfin, c'était pas quelque chose qui était considéré comme absolument aberrant. Moi, je l'ai vu à partir d'un petit observatoire, ça remonte à ma maîtrise, il y a presque 25 ans, qui portait sur une administration française, l'Office national des universités et écoles françaises, et donc dont le bureau était composé d'inspecteurs généraux, de professeurs des universités, de diplomates, d'anciens ministres, etc. Il y a même Edouard Herriot qui traîne, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont en opposition radicale à l'Allemagne jusqu'en 1933, parce que l'Allemagne, c'est le Bosch éternel, c'est le retour de la Valkyrie, on ne peut pas leur faire confiance, on ne peut pas accueillir des étudiants allemands en
France forcément des espions. Et après 1933, alors d'abord il y a le choc de 1933 qui est, on vous l'avait bien dit, ils sont incorrigibles. Et après 1933, finalement, on se rend compte que l'ordre règne, les trains arrivent à l'heure, les étudiants sont bien polis, les collègues allemands, d'ailleurs, vous invitent à faire la tournée des Grands-Ducs assez régulièrement en Allemagne. Ça se passe pas si mal. Et au fond, c'est peut-être un modèle pour nous, Français, qui avons tendance à nous ramollir, que d'instaurer un régime de cet ordre-là. Donc effectivement, il y a une sympathie, une fascination qui ne se dément pas, parfois même après la guerre. Ça s'appelle la collaboration, hein. L'attractivité du national-socialisme, c'est vraiment une question clé. Et cette question clé, elle transcende l'identité allemande. Hein. On aime rappeler dans ce livre que la Seconde Guerre mondiale est une guerre entre deux coalitions. Une coalition qui unit les mondes anglo-saxons capitalistes et l'empire colonial français et le stalinisme d'un côté, et de l'autre, une coalition de nations parmi lesquelles vous avez l'Allemagne, la Roumanie, la Hongrie, la Croatie, etc. etc. Et c'est cette chose-là qu'il ne faut pas oublier. Et dans les contingents qui se battent à l'Est, à Stalingrad, vous avez des Espagnols, des Italiens, des Français en Biélorussie, etc. etc. Donc vous avez effectivement tout un ensemble de populations européennes qui non seulement se sont engagées dans la lutte que menait l'Allemagne nazie à l'Est, mais qui en plus ont prêté la main à la pâte à l'entreprise génocide contre les Juifs. Et le génocide est certes un projet nazi qui a été imposé de l'extérieur à des sociétés est-européennes, mais à l'intérieur de ces sociétés est-européennes, il a fallu beaucoup de consentement pour pouvoir mettre en place une machine aussi efficace. Laquelle efficacité n'est pensable que si le crime est réticulé socialement. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu avec tous ces travaux actuels sur le génocide au Rwanda ou sur le massacre de la Saint-Barthélemy, je pense à Jérémy Foa. Le massacre génocidaire, c'est une histoire d'intersubjectivité sociale. C'est un crime de voisin. C'est-à-dire que des Allemands qui arrivent parachutés dans un endroit ne peuvent pas faire grand-chose, au fond. Ils ne peuvent pas massacrer grand-chose. Il faut des gens qui connaissent le terrain, il faut des gens qui connaissent les victimes et qui prêtent la main au massacre. Un tiers des divisions de la Waffen-SS sont des divisions étrangères, de volontaires étrangers. Vous avez des Français, vous avez des Wallons, vous avez des Flamands, vous avez des Scandinaves, vous avez des Croates, vous avez des Bosniaques, vous avez des Ukrainiens. Voilà, c'est cette réalité-là quand même qu'il faut penser, qui est dérangeante parce que, encore une fois, ça décirconscrit le phénomène nazi, qui ne peut pas être un phénomène germano-germanique. C'est un phénomène européen, c'est un phénomène occidental. Merci beaucoup, messieurs. Christian Ingrao, Johan Chapoutot, auteur. Merci de vos questions. Avec Nicolas Patin, de ce livre que je recommande chaudement, très bien écrit en plus, et qui donne vraiment à penser, Le monde nazi, 1919-1945. Merci beaucoup. Et merci d'avoir regardé cet épisode de La Grande Hache. Sachez que vous pouvez rejoindre la page sur Facebook de La Grande Hache qui s'appelle La Grande Hache Histoire et Idées, et désormais aussi le compte sur Blue Sky de l'émission La Grande Hache. Surtout, sachez que sans vous, le média et ce type d'émission n'existeraient tout simplement pas. Chaque don, chaque abonnement, chaque partage sur les réseaux sociaux est primordial. C'est pour cela que l'on compte pour vous. À bientôt.